Bien bonsoir, nouvel effondrement d'une dalle, un mort et 3 blessés. Des sœurs, le drame s'est produit à l'unité 14 des Parcelles Assainies. L'inspecteur général des bâtiments annonce le recensement des bâtiments menacés en ruine pour destruction avant la fin avril. Les ex-agents de la direction de la protection des végétaux servent un bouquet de cram-cram à l'autorité de tutelle. Ils ont tenu un sit-in, dénonciation des licenciements abusifs dont ils seraient victimes. La ligne de mire des syndicats d'enseignants qui tremblotent, ils envisagent un tir groupé pour contraindre l'État à respecter les accords signés. Le faux bond du QCM semble compromettre la cohésion de ce groupe. L'unité 14 des Parcelles Assainies se réveille sous le choc. Une personne est morte suite à l'effondrement d'une dalle. Ses 3 sœurs s'en sortent avec des blessures. Dans cette localité précisément, 500 immeubles sont sur le point de s'affaisser. Alerte des autorités municipales adressées à l'État du Sénégal. Un reportage de Diafar Abba et Chérif Dia. Les 4 sœurs de même père et de même mère étaient en plein sommeil lorsqu'elles ont été surprises par l'effondrement de la dalle de cette chambre. L'une d'elles, Djélé Touré, sur cette photo, a été tuée sur le coup. Les 3 autres, blessées, sont admises à l'hôpital général de Grand Yoff. Leur mère n'est pas là, elle est partie en voyage. Les filles dormaient seules dans la chambre au moment de l'effondrement de la dalle. La victime était âgée de 8 ans. Les autres sont blessées. Elles habitent dans cette maison familiale. Le drame s'est produit dans la nuit d'hier vers 2 h du matin à l'unité 14 des Parcelles Assainies. Visiblement sous le choc, leur père reste sans voix. La famille a reçu la visite de l'inspecteur général des bâtiments. Ça repose le problème de la sécurité au niveau des bâtiments. Nous l'avons constaté, c'est un bâtiment assez vétuste avec une dalle qui a atteint véritablement ses limites. Donc il n'y a plus de fer qui tient, donc toutes les parties du plancher peuvent s'écrouler à tout moment. Nous avons même vu que dans une chambre, il y avait eu un début d'écroulement. Ils ont rafistolé, mais ça veut simplement dire que la famille n'était pas consciente du danger qui était encouru. Parce qu'il y a des niveaux de dégradation tels que l'élément n'est plus récupérable. Il faut nécessairement procéder à la démolition et éventuellement à la reconstruction. Malheureusement, la famille n'en était pas consciente et c'est ce qui a conduit au drame que nous avons connu aujourd'hui et nous le déplorons franchement. La dalle de la chambre d'à côté a également cédé, heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Signe que les habitants de cet immeuble sont toujours en danger. Le même danger guette les résidents de plus de 500 maisons menacées en ruine et répertoriées par la mairie des Parcelles Assainies qui interpelle l'État. L'inspecteur général des bâtiments qui annonce le recensement et la destruction de tous les bâtiments menacés en ruine. Ousmane Diop, que vous avez vu dans ce reportage de Chérif Dia, était sur les lieux du drame. L'opération s'effectuera, précise-t-il, avant la fin du mois d'avril. Écoutez-le. Il y a le cas des immeubles menacés en ruine. Aussi bien pour ce qui concerne des immeubles qui appartiennent à l'État que des immeubles qui appartiennent à des privés. Les immeubles qui appartiennent ne posent pas de problème parce que l'État s'assume et à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Maintenant, le gros problème, c'est au niveau des immeubles qui appartiennent à des privés, tels que l'immeuble où on a eu cet accident aujourd'hui. Bon, là, véritablement, il y a un travail de sensibilisation qui est en train d'être fait. Et si vous vous rappelez bien, lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, M. le Président de la République a instruit le ministre de l'Urbanisme pour qu'avant la fin du mois d'avril 2013, tous les immeubles menacés en ruine soient répertoriés et recensés et que des mesures très précises soient envisagées pour la restauration ou la démolition de ces immeubles-là et nous sommes en train de nous atteler à ce travail-là. La gestion des litiges fonciers sans violence, c'est tout l'intérêt d'une conférence internationale qui se tient à l'heure actuelle à Dakar. Des organisations non gouvernementales se penchent sur cette question. Une réforme foncière pourrait apporter un début de solution aux yeux de certains. Écoutés. Avec la décentralisation, le foncier est resté entre les mains des collectivités locales. Cependant, depuis 2007, après la loi sur la loi d'orientation agro-pastorale et aussi la situation qu'il y a eu
avec la grande crise alimentaire, la souveraineté alimentaire des pays du Sud est devenue un enjeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des programmes qui ont été mis en place pour que les gens puissent accéder à la terre. Les collectivités locales ont donné énormément de terre à des personnes qui ne respectent pas forcément les éléments contenus dans la loi sur le domaine national. Donc il y a eu des acquisitions à grande échelle. Depuis quelque temps, on parle d'une commission sur la réforme foncière. Mais le drame risquerait que cette commission reste sur elle-même, ne s'ouvre pas aux autres acteurs de la société civile. Depuis quelque temps, cette commission devait être installée. Aujourd'hui, la société civile commence à râler parce qu'elle n'est pas invitée. Ça risque d'être une question de juriste. Malgré le fait qu'on a eu une consultation sur la loi d'orientation agro-silvopastorale, il faut que cette commission de réforme foncière puisse écouter tout le monde. Le sit-in des ex-agents de la direction de la protection des végétaux devant les bureaux de la tutelle. Ils se disent victimes d'un licenciement abusif et exigent réparation tout simplement. Mardieng Hawasignate. Les 300 ex-agents contractuels de la direction de la protection des végétaux, DPV, affirment être victimes d'une injustice de la part de la direction de la protection des végétaux. La manifestation d'aujourd'hui est liée au licenciement abusif des 300 travailleurs contractuels de la direction de la DPV qui ont été licenciés depuis le 31 décembre 2012 du fait qu'ils étaient en CDD de 2 ans et que donc pour renouveler leur contrat, on a préféré les licencier. Et l'agent judiciaire de l'État nous a dit lors de la rencontre avec le ministre que c'est une injustice qu'ils sont en train de porter à l'attention des travailleurs contractuels. Du côté du ministère de l'Agriculture, le directeur de cabinet déclare qu'un dialogue est en cours pour trouver une solution. Un protocole d'accord a été signé. Et ce protocole d'accord portait sur un contrat à durée déterminée d'1 an. Il a été renouvelé une fois et c'est arrivé à terme en décembre 2012. Suivant la législation, on ne peut plus refaire de contrat à durée déterminée. Et l'administration, la direction de la protection des végétaux n'est pas non plus habilitée à signer des contrats à durée indéterminée. Donc on a été obligé de signifier la fin du contrat à ce personnel-là en attendant de trouver une solution. Nous nous sommes réunis plusieurs fois autour de ce problème. Nous avons fait des propositions aux différents syndicats. Ils ont fait des contre-propositions. Donc il s'agit pour nous d'évaluer ces contre-propositions. Qu'est-ce que financièrement ça vaut pour essayer de leur apporter une réponse définitive. Selon les ex-agents de la DPV, ce sitting est un appel à l'autorité pour qu'elle rétablisse les travailleurs dans leurs droits, c'est-à-dire leur signer des contrats à durée indéterminée. À défaut, ces agents menacent de passer à une vitesse supérieure. Les travailleurs de la biscuiterie Werbe réclament le règlement d'arrêt de salaire. Ils ont dit leur colère face à la presse. Aujourd'hui, avec l'appui du syndicat des industries alimentaires, Mardieng et Marie-Christine Mendy. Ça grogne à la biscuiterie Werbe. Après l'annulation du licenciement de 89 travailleurs par la Cour suprême, les ayants droit exigent 36 mois de pénalité édictée par le Code du travail. Les délégués sont rétablis dans le droit, l'employeur refuse de les reprendre. C'est son droit le plus absolu. Mais s'il refuse de les reprendre, il y a effectivement ce que le tribunal prévoit. C'est déjà payer les salaires échus et à échoir et payer 36 mois de pénalité. Nonobstant les dommages et intérêts. C'est là où on a des difficultés. Ces travailleurs, ne sachant où donner de la tête, lancent un appel aux autorités. Pour ça, nous en interpellons aujourd'hui à l'opinion. Nous interpellons l'opinion, nous interpellons les autorités du tribunal, mais aussi de la République, pour que nul n'en ignore. En tout cas, nous ne permettrons pas que des subterfuges soient utilisés pour faire perdre au travers le droit. Ils comptent passer à la vitesse supérieure si aucune solution n'est trouvée à leur requête. Et nous sommes prêts à prendre toutes les dispositions nécessaires, même hors la loi, pour que effectivement la justice rétablisse les travailleurs dans le droit, parce qu'ils sont dans le droit. Nous allons faire un sitting devant le juge. Nous allons aussi faire un sitting devant l'employeur, parce que c'est lui qui est derrière. En tout cas, si rien n'est fait, nous pouvons arriver à la grève de la faim. Selon les responsables du syndicat national des travailleurs des industries alimentaires, l'organisation prendra toutes ses responsabilités pour ne laisser passer aucune forfaiture pour le règlement définitif de ce problème. Cela se fera avec l'accompagnement de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS.
Le tir groupé des syndicats d'enseignants compromis, le CUSEMS n'était pas au rendez-vous pour l'harmonisation des différentes positions. La coalition des syndicats d'enseignants qui s'organise à l'heure actuelle, pour trouver les voies et moyens de contraindre l'État à respecter ses engagements. Ils étaient face à la presse il y a quelques temps, et puis Fatou Bintou Conté a essayé d'y voir un peu plus clair. Regardez. Le CUS, le SAEMS-CUSEMS et le CUSEMS avaient uni leurs forces pour faire face au gouvernement. Mais pour un premier plan d'action, les camarades de Ndongo Sarr ont fait faux bond. Le CUSEMS, effectivement, n'a pas suivi le mot d'ordre du mercredi et du jeudi, mais juste pour des problèmes de coordination et d'information et de procédure. Nous sommes un grand syndicat, nous ne pouvons pas aller en grève sans pour autant passer par les procédures normales qui nous permettent d'informer nos bases. C'est ça simplement qui a fait qu'on n'a pas suivi le mot d'ordre. Mais le CUSEMS reste dans la coalition. Le CUSEMS est en phase avec tous les syndicats qui luttent pour la satisfaction des revendications des enseignants. Cette coalition qui regroupe plusieurs syndicats d'enseignants va-t-elle survivre? Ces syndicats vont-ils taire leurs divergences pour une fois? La coalition va perdurer parce que les enseignants comprennent aujourd'hui qu'ils sont obligés d'être unis. Seule l'unité peut permettre aux enseignants d'avoir des acquis substantiels. Elle va durer, vous verrez. Cependant, par rapport à certains aspects, nous veillerons à ce qu'à chaque fois que nous devons délibérer, que toutes les organisations se réunissent d'abord en instance, à l'interne, apprécient d'abord avant que le grand groupe ne valide. Cela nous permettra en tout cas d'éviter ces quelques couacs qui, quand même, doivent être acceptés au vu de la spécificité de certaines organisations. En tout état de cause, ce vendredi, la coalition va encore rencontrer le gouvernement pour une énième fois afin de trouver une solution à la crise de l'école sénégalaise. Au vu de ce que nous avons montré ces dernières 48 heures, le gouvernement a intérêt à prendre des décisions idoines pour que les questions soient réglées et qu'on dépasse cette période-là. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Nous sommes déjà à presque 1 mois et demi de la fin de l'année, ce sera bientôt les examens. Donc personne n'a intérêt vraiment à ce qu'on garde le statu quo et que les choses n'avancent pas. Donc aujourd'hui, au vu de ce qui se dessine, le gouvernement, nous l'espérons, déjà il nous convoque pour demain, nous l'espérons, ils vont enfin apporter des questions, des réponses par rapport à nos différentes questions. Et puis à Louga, les enseignants du CELS menacent de durcir le ton, après 2 jours de grève. Ils exigent la validation des années de contractualisation et donc de validation des années de contractualisation et de vacation pour les maîtres contractuels, ainsi que l'éclatement de l'IDEN en 2 circonscriptions. L'heure de la mobilisation a sonné pour la validation des années de contractualisation et de vacation pour les maîtres contractuels reclassés comme fonctionnaires au même titre que les décisionnaires, c'est-à-dire une validation aux 2 tiers avec rappel. Nous avons constaté qu'à Louga, il y a plus de 700 candidats, voire 800, qui ont des problèmes pour être vus aux examens professionnels. Le ratio aujourd'hui candidat-inspecteur dépasse les 100 candidats par inspecteur. C'est pourquoi nous pensons qu'au niveau de Louga, il faut obligatoirement éclater cette circonscription en 2 pour alléger le pilotage. Nous avons alerté qui de droit et nous sommes un syndicat. Au retour des faits, si cette question-là n'est pas prise en compte de façon sérieuse, nous allons user des moyens légaux pour prendre en charge cette revendication. Un tour en cuisine ou au marché, si vous préférez, avec la guerre des oignons, l'oignon local qui est sur le point d'expulser l'importé avec le prix qui aura fait la différence. À l'heure actuelle, le kilogramme est à 140 francs CFA contre 400 francs CFA. Pour maintenir la tendance, les commerçants justement qui s'en réjouissent préconisent un stockage et une conservation de qualité. Si ce n'était pas l'oignon local, Binta Diallo ne s'en sortirait pas. Cette restauratrice utilise 6 à 10 kg d'oignons au quotidien pour parfaire son menu. Je préfère l'oignon local parce que c'est plus facile à préparer. Je pense que c'est l'idéal pour nous les restauratrices. Avec l'oignon local, je prépare du yassa, du riz au poulet et plein d'autres plats. Je suis vendeuse de petits déjeuners. Je le préfère vraiment au détriment de l'oignon importé. À l'image de cette restauratrice, beaucoup de ménagères préfèrent l'oignon local, surtout pour son prix abordable. Cette variété d'oignons est cultivée ici au Sénégal. C'est pourquoi je l'achète souvent et je ne suis pas la seule.
Pourtant, ces commerçants sont loin d'être satisfaits. Leur vœu, des magasins de stockage pour une meilleure conservation du produit. Il y a plein d'oignons ici. La filière va mal. Et cette année, c'est pire. On n'a presque rien vendu. Le stock commence à pourrir. Et forcément, le prix va baisser. On peut s'attendre à 100 francs, 110 francs le kilo. Le plan OMC est mal structuré. L'oignon importé concurrence fortement l'oignon local. On n'a pas de magasin de stockage. C'est le gros du problème. On se débrouille pour la conservation. Chaque mois, des tonnes d'oignons sont distribuées dans les grandes surfaces. L'oignon local y occupe une grande place. Les commerçants demandent à l'État de protéger leur filière pour leur permettre d'écouler leur stock. 6e Conseil des ministres décentralisé, Macky Sall valide le travail du Conseil interministériel. Quelques heures avant l'arrivée hier du président Sall à Matam, l'équipe d'Abdoul Mbaye avait déjà estimé à 532 milliards de francs CFA l'enveloppe prévisionnelle dans le cadre d'un plan triennal de développement. Adiatala est en ligne. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Adiatala, Macky Sall approuve le travail qui a été effectué hier lors du Conseil des ministres. Oui, effectivement, le Conseil des ministres de ce jeudi a validé la quasi-totalité des décisions prises lors du Conseil interministériel. Parmi les mesures urgentes figure la construction d'une piste d'aviation qui respecte les normes techniques à Ourossogui au cours de l'année 2013. Cette infrastructure va contribuer au désenclavement de la localité. Le président de la République a aussi instruit au ministre chargé des infrastructures d'accélérer les travaux de finition du tronçon Matam-Linguère, Matam-Ourossogui, la réhabilitation de la route Ndjoum-Bakel. L'électrification rurale et l'habitat ne sont pas occultés. Le chef de l'État a demandé au ministre de tutelle de s'y atteler. Il est prévu aussi la mise en place d'un programme d'habitat qui va aider la diaspora à promouvoir le secteur et d'en bénéficier. Selon le président de la République, l'agriculture, le tourisme, la santé, l'éducation et la formation sont des secteurs super prioritaires qui doivent être boostés pour la relance de l'économie. Les populations ont salué l'engagement du gouvernement de développer leur localité. Macky Sall a procédé à l'appel du Conseil à l'inauguration d'une infrastructure hôtelière à Boinadi et d'une maison d'opérateurs de téléphonie mobile locale à Ourossogui, financée par des fils du terroir. Le président de la République s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par les populations de la région partout où il est passé. Le Conseil des ministres qui a débuté à 10 h s'est achevé après 15 h avec d'importantes décisions pour le développement économique et social de la 11e région. La visite du président de la République n'est pas qu'officielle et administrative. Le chef de l'État, par ailleurs aussi président de l'APR Yakar, accordera également à partir de ce vendredi des audiences à des responsables politiques locaux ou militaires religieux et coutumiers. Son retour, Khalifa, est prévu ce samedi, Inch'Allah. Merci. En politique, Abdoulaye Baldé dit tourner l'interdiction de sortir du territoire dont il fait l'objet à l'avantage de sa formation politique. La décision, dit-il, lui permet de massifier l'union centriste sénégalaise. Le maire de Ziguinchor multiplie ainsi les tournées dans le sud du pays. Constat de Thierno Laurent Mendy et Bakary Konté. L'Union centriste du Sénégal multiplie les meetings dans le sud du pays. Le parti d'Abdoulaye Baldé grandit de jour en jour. Selon le maire de Ziguinchor, l'interdiction de sortie du territoire national lui a permis de sillonner tout le pays. C'est des choses qui ne m'inquiètent pas. Je pense que cela m'inquiétait, je ne serais pas aujourd'hui là. Je ne serais pas avant-hier à Saint-Louis, à Sédhiou. Je suis en train de céder le Sénégal. Je pense que c'est bien comme ça de m'interdire de sortir. Ça me permet de me concentrer sur le Sénégal et de massifier mon parti. Le département de Bignona est une priorité pour l'UCS. Qui gagne Bignona gagne la région de Ziguinchor. C'est un des départements les plus grands qui a 3 communes, 16 communautés rurales et qui engrange en tout cas beaucoup de populations. Dans la région de Sédhiou, la députée Khady Diédhiou facilite l'installation des structures de l'UCS. Nous sommes dans le département de Bounkiling pour installer le bureau provisoire du comité de pilotage. Un comité de pilotage qui aura pour rôle de superviser la vente des cartes, qui aura aussi pour rôle de massifier le parti, disons, d'ici l'information à travers le département de Bounkiling, mais surtout expliquer les populations de Bounkiling la devise du parti, expliquer les populations de Bounkiling
l'esprit de ce parti, l'engagement de ce parti, le programme du parti, afin que les populations de Bounkiling puissent adhérer massivement au sein de l'Union centriste sénégalaise. Le maire de Ziguinchor a lancé l'opération CAP pour les locales de 2014. Les meilleurs élèves de Dakar récompensés à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée hier. L'écrivain Aminata Sow était la marraine de cette cérémonie. Voici le compte-rendu avec Fatou Kinedem et Adja Diallo. Le français est rationnel, le français est scientifique, le français est mélodie magnifique. Ces distinctions sont pour l'association AMEL une manière de promouvoir l'éducation. Concours de dictée, culture générale, entre autres, étaient au menu de la compétition. Ça n'a demandé qu'un petit peu de concentration en classe, maîtriser le vocabulaire, savoir, il faut aussi lire. Beaucoup lire aussi. J'ai beaucoup lu des romans et tout. Après si vous lisez, ça passe rapidement. L'important, c'est de lire et de retenir les mots-clés. Avec la lecture, ils vont pouvoir faire comme nous, venir à des concours de dictée, participer et remporter des prix. Et cette cérémonie marque aussi la célébration de la Journée internationale de la francophonie, une occasion pour fêter également le centenaire d'Aimé Césaire. Les œuvres du poète martiniquais et de ses pairs restent un héritage pour l'Afrique et sa diaspora. Et cet héritage-là, il est très important. La lecture, notre grand-père Aimé Césaire, qui est décédé en 2008, et beaucoup d'autres qui ont participé à cet essor de la langue française. L'écrivain qui m'a le plus façonné, ça reste bel et bien sûr Léopold Sédar Senghor, car il a écrit beaucoup de romans. J'ai eu à lire quelques, mais j'en retiens même plus. Mais j'aime bien comment il lit. J'aime bien lire les aventures de l'Aigle Lièvre et Bouquilienne et tout. Si la journée de la francophonie a pour objectif de consolider les liens entre les pays qui partagent le français, la maîtrise de la langue laisse parfois à désirer. On a un outil de travail. Il ne faut pas se contenter de dire que ce n'est pas notre langue, on néglige. Si vous voyez des lettres qu'écrivaient et des textes qu'écrivaient nos parents et nos grands-parents, eux, ils y mettaient vraiment toute leur volonté, toute leur dignité parce qu'ils voulaient se faire respecter. Et je pense que c'est un peu malheureux qu'au Sénégal, qui est quand même très connu dans le monde comme étant l'une des premiers partenaires de la France, qu'au Sénégal, l'enseignement soit descendu au niveau où il est descendu. Donc tout ce système d'enseignement-là, moi je pense qu'il faut le réorganiser pour que quand on parle une langue, on y met les efforts nécessaires pour la parler correctement. La langue française, un outil de travail pour les pays francophones. Sa vulgarisation est dès lors nécessaire, d'où l'importance pour l'Organisation internationale de la francophonie de promouvoir le livre et la lecture, car à travers des œuvres naissent parfois des idées novatrices porteuses de développement. Pape Abdoulaye Der, elle est très belle cette langue, le français. Effectivement, Khalifa Diakhaté, pour ceux qui savent la manier. Merci, à tout à l'heure, on se retrouve pour la page des sports dans un instant, le point de l'actualité internationale avec Fatima Ba. La nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mars 2013 a été très agitée à Tombouctou, dans le nord du Mali. Un véhicule piégé a tenté de pénétrer dans l'aéroport, mais l'armée française a ouvert le feu. L'explosion a tué un militaire malien et en a blessé 2 autres. Un autre véhicule de l'armée malienne a également été touché par erreur. Toujours au Mali, la France a rappelé son ambassadeur en exercice à Bamako, a indiqué à l'AFP une source diplomatique malienne. Le ministère des Affaires étrangères à Paris s'est refusé à tout commentaire. Christian Rouille, 63 ans, était ambassadeur de France à Bamako depuis 2011. Réputé pour son franc-parler, il était plutôt apprécié des autorités maliennes. À maintes reprises, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, il avait attiré l'attention sur le danger de la situation dans le nord Mali. Christian Rouilleux est remplacé par le diplomate Gilles Huberson. Une pirogue a chaviré au large de Libreville, près de Cap Esterias, faisant au moins 30 morts, des immigrés clandestins selon un gendarme. Les corps jonchaient la côte sur plusieurs centaines de mètres et la pirogue était encore visible dans l'eau, a indiqué l'AFP.
Pape Abdoulaye Der, perspective Sénégal-Angola. Effectivement, Khalifa Diakhaté, les Lions du Sénégal ont fait face à la presse ce jeudi après leur 3e séance d'entraînement à Conakry pour préparer, comme vous l'avez dit, leur match face au Palanca Negras. Et lors de cette open press, les protégés du sélectionneur Alain Giresse ont affiché toute leur motivation. Suivez plutôt Lamine Gassama, Sadio Mané. On sait qu'il n'y a pas de pression supplémentaire à se mettre, on sait ce qu'il nous reste à faire et tout le monde est mobilisé et déterminé pour effectuer ce genre de match. Et après, ça sera la vérité du terrain, mais en tout cas, on va faire le maximum pour prendre le maximum de points ici. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et aussi, je pense qu'on a l'habitude de jouer à l'extérieur et tout. Puisque nous, parmi tous les joueurs qui jouent ici, chaque week-end on joue à l'extérieur et tout. Et aussi, il n'y a pas assez de public. Je ne pense pas que ça va être trop un handicap pour le Sénégal. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Chertidiane Diao, Mor Kharma Tambedou, Khali Ndiaye. Suivez juste après le magazine Nyon Dembe, le magazine qu'il propose pour ce match Sénégal-Angola. C'est juste donc l'émission. C'est juste après l'émission d'Eladj Abdoulaye Diaw sur la TFM, les 32e de finale de la Coupe du Sénégal qui se poursuivent en ce moment même au stade Demba Diop avec le choc Niary Tally Pikine et c'est Niary Tally qui mène au score 1-0. On joue la 70e minute et depuis donc la 45e minute, c'est Abdoulaye Ba qui a donné l'avantage au club de Grand Dakar. Le Duc, le Dakar Université Club, a sorti Yakar, club de Ligue 2, sur le score d'1-0. Un but signé Mbaye Niang. Le mouvement sportif de Guédiawaye réclame le démarrage des travaux de réfection du stade Amadou Barry. Il dénonce l'omission de leur infrastructure dans les priorités du ministre des Sports. Les sportifs de Guédiawaye ont fait face à la presse. Reportage Chassadibou Diarra, Yaya Diallo. Guédiawaye crée au scandale. Le mouvement associatif et sportif de cette ville de la banlieue dakaroise s'attendait à la réfection du stade Amadou Barry. Mais cette opération semble reléguée au second plan des priorités du ministère des Sports. Une option dénoncée par les habitants de Guédiawaye, d'autant que le marché a été attribué depuis janvier selon eux. Amadou Barry avait bénéficié d'un appel d'offres depuis le 5 novembre 2012 pour reprendre le gazon synthétique, pour reprendre les tribunes, mettre en place un réseau d'assainissement. Au mois de janvier, le marché avait été attribué à une entreprise. On ne peut pas ôter Guédiawaye qui avait déjà acquis ce financement-là du BCI 2012 avant l'arrivée de Mbagnick Ndiaye. On ne peut pas y revenir. Donc ce n'est pas possible de revenir sur ce dossier-là. Nous voulons que ça soit réalisé le plus rapidement possible. Il y a 4 ans, le stade Amadou Barry avait subi une cour de jouvence. Mais aujourd'hui, la qualité des travaux est déplorée. C'est une grosse supercherie. C'est clair, le stade est toujours inondé. Les loges officielles sont trop étroites. Les vestiaires sont toujours inondés. Nous n'avons pas reçu un bon stade après les premiers travaux. Donc c'est un besoin fondamental. Les sportifs de Guédiawaye réclament la réfection de leur stade dans les plus brefs délais. Pour rappel, à défaut, ils vont déployer un plan d'action. Pourquoi Guédiawaye est toujours laissé en rade? Nous voulons que le ministre des Sports, que le Premier ministre Abdoul Mbaye, que le président de la République du Sénégal, Macky Sall lui-même, soit saisi, qu'il soit conscient que Guédiawaye a besoin de ce stade, que Guédiawaye doit être prise en compte. Nous avons un plan d'action à élaborer. Nous allons le faire avec tous les fils de Guédiawaye, avec toutes les autorités de Guédiawaye pour dérouler un plan d'action et voir un peu comment faire pour que Guédiawaye, Amadou Barry soit refait dans les plus brefs délais. L'état du terrain du stade Amadou Barry présente un risque pour les pensionnaires de Guédiawaye Football Club qui jouent dans l'élite. Ainsi, la réfection du stade est une priorité pour l'image du football sénégalais. Cher Sadibou Diarra, terminons avec le handball et l'équipe féminin du Saltigué de Rufisque qui veut retrouver la scène africaine. L'annonce est faite par le coach Chérif Tall qui, après 2 victoires en autant de sorties dans le championnat national 2012-2013, a des raisons d'espérer. Et pour cela, la championne en titre, les Saltigués, donc vainqueurs de la Coupe nationale également, ont accueilli de nouvelles recrues. Vous avez suivi à ce propos
l'entraîneur des Saltigués, et c'était là l'essentiel. Khalifa Diakhaté pour les sports. Merci Pape Abdoulaye Der, merci à aussi également d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée, bonsoir sur TFM.